Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans un bœuf total. Voilà, le bœuf total, c'est quoi? On y trouve du bourguignon, on y trouve du politique, on y trouve du social, on y trouve tout. Bref, on trouve tout. C'est un fourre-tout, en fait, dans ce bœuf total. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est né en France. Je vais vous brosser une quintessence de sa vie, de son parcours, avant de vous la présenter, car c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'attarde sur elle. Je n'ai pas pour habitude sur JMTV+ de recevoir les anonymes, même si les anonymes y ont leur place, vu leur qualité. Et celle que nous allons recevoir aujourd'hui est de très grande et haute qualité. Elle est française d'origine et de nationalité. Elle naquit dans la ville de Harfleur, près du Havre, c'est-à-dire au nord-ouest de la France. Diplômée de l'IUT du Havre en formation communication avec comme spécialité les métiers du livre. Elle avait ensuite passé une année d'études internationales à l'école de commerce, tourisme et management de Budapest en Hongrie pour intégrer les 5 ans de cursus de l'école européenne supérieure d'art de Lorient. Son parcours est particulier et elle a développé une pratique artistique en photographie et en vidéo. Ce champ d'activité nécessite une ouverture et une curiosité pour la culture en général, mais pas seulement. Il semblerait que le regard qu'elle exerce en faisant des images investissent pleinement nos espaces urbains contemporains. Son jeune frère, ses parents et elle vivaient dans un quartier cosmopolite, donc au Havre, dans lequel cohabitaient différentes cultures et notamment d'Afrique. Elle a donc ainsi côtoyé au quotidien Sénégalais, Algériens, Marocains, sans doute Camerounais, Tunisiens, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle retombe sur ces médias qui parlent beaucoup plus aux Africains, à tout le monde, mais beaucoup plus aux Africains. Cette envie de découvrir le monde et sa culture diversifiée l'a amené à faire le cursus universitaire qui est le sien. Cette influence étrangère a sans aucun doute marqué sa conception de la vie et des relations entre les humains. Gaëlle Kadiou est notre invité aujourd'hui. Bonjour Gaëlle. Bonjour Jackie Moinfo, merci. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, est-ce que ce que j'ai brossé sur vous là suffit à résumer qui vous êtes? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut peut-être ajouter le fait que je pratique plusieurs langues aujourd'hui. En effet, c'est prévu. Hein vous nous expliquez tout ça. C'est sûr, tout est prévu. Alors, qu'est-ce que vous voudrez ajouter pour les téléspectateurs de JMTV+, qui ne vous connaissent pas et qui, à partir de maintenant, vont désormais vous connaître? Sur vous, bien sûr. Alors déjà, je suis ravie d'être invitée. Et puis, ce que j'aimerais d'abord faire passer comme message, c'est que, en tant que Française autochtone, je trouve qu'il n'y a pas assez de dialogue avec les Africains. Ah. C'est pour ça que je suis ravie de venir. C'est que je trouve que, d'une façon assez générale, on n'a pas assez de compatriotes français autochtones qui s'adressent sincèrement aux Africains. Il y a toujours de la condescendance. Il y a toujours ces ambiguïtés. On est dans une relation, on n'arrive pas à se parler naturellement. Et c'est ça qui me chagrine. Eh oui, malheureusement, mais bon, écoutez, peut-être en recevant des personnes comme vous et d'autres qui vous suivront. Mais j'encourage. J'encourage beaucoup, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'a priori qui ne sont pas nécessaires. Vraiment. Et je trouve qu'on manque cruellement d'informations. En tant que Français autochtone, on manque cruellement d'informations sur la culture africaine, sur les Africains qui vivent en Afrique et qui vivent en France. Et qu'il y a une sorte de barrière sociale qui est très triste et qui est, à mon sens, pas nécessaire. La rupture sociale dont parlait un ancien président, Jacques Chirac, pour ne pas le citer. Comme nous venons de l'indiquer, vous êtes originaire du Havre, vous vivez depuis 13 ans à Paris. Oui.
Les téléspectateurs de GMTV+, vous découvrent désormais et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous allez savoir, chers téléspectateurs, comment Gaël arrive sur ce plateau au fur et à mesure que nous poursuivons cette émission. Il semblerait que vous parlez plusieurs langues, vous l'avez évoqué déjà il y a quelques minutes. Oui. Il y a le russe, l'anglais, l'espagnol. Je vais le dire dans l'ordre d'apprentissage en fait, parce que les langues m'ont été enseignées déjà au lycée. Donc j'étais en baccalauréat littéraire, alors j'avais l'anglais, l'espagnol et l'italien. Qui sont... Capito. L'espagnol et l'italien ont les mêmes racines, donc c'est pas si compliqué. Une fois qu'on a commencé l'espagnol, on peut facilement passer à l'italien. C'est juste un peu trop rapidos. Ça dépend. Ça dépend de l'émotion qu'on y met. D'accord. Et puis ensuite, j'ai eu cette opportunité avec l'Université du Havre, dans un échange international avec des universités à Budapest, de rester 1 an sur place. Il y avait plusieurs universités qui pouvaient m'accueillir. J'étais la première à essayer cet échange-là. On avait déjà reçu des Hongrois, mais il n'y avait aucun Havrais français qui partait. On en avait beaucoup reçu, hein, vu où a fini le fils de l'un d'entre eux. Et donc, on le salue, monsieur le président. Et donc, j'ai choisi l'école de tourisme, internationale de tourisme, parce que ça se rapprochait le plus de ce que je pouvais apprendre culturellement. Je projetais d'étudier davantage dans le milieu culturel. So there is English, there is French, there is Italian. There's French, there's English, there's Spanish, Italian, and a little bit of Hungarian and Russian. And Russian. Oh my goodness, I would like to speak English like you, because my English is worse. Ben, maintenant, il paraît que vous apprenez une langue camerounaise. Votre première langue africaine que vous voulez mettre dans votre panier, c'est laquelle là? Le Douala. Le Douala. Le Douala, qui est en fait comme toutes les langues avant, c'est-à-dire que des opportunités se sont présentées sur mon chemin. Donc c'est le Douala qui s'est présenté à moi. Et donc je commence à apprendre déjà à compter jusqu'à 10. Dites-nous quelque chose en Douala. Qu'est-ce que vous savez compter? Dites-nous tout, on vous écoute. Alors, Tolambo. Tolambo. Ewo. Ewo. Beba. Beba. Belalo. Belalo. Benei. Mutoba. Samba. Lombi. Diboua. Dom. Dom, qui veut dire en russe la maison. D'accord. Les Douala doivent avoir, chaque Douala doit avoir une maison alors, puisqu'il y a Dom. Écoutez, c'est plutôt poétique, mais moi c'est comme ça que je travaille beaucoup par association de ma propre pratique artistique. C'est-à-dire que mon plaisir dans les langues, c'est justement d'apprendre ces mots-là et de me dire, mais tiens, même si on me dit c'est un faux ami, il n'y aura pas forcément de rapport, c'est comme ça que je fais ma famille. Et voilà, j'ai fait par exemple ce lien-là, dôme, en russe ça veut dire la maison. Oui, les dômes. Et pour moi c'est comme ça que j'apprends différentes conceptions de la vie. Et je passe d'une culture à une autre. D'où vient cet amour pour la langue Douala? Ah, mais je suis une curieuse invétérée. Vous pouvez le dire, hein? Je suis une curieuse invétérée. S'il y a un Douala qui a conquis votre cœur, peut-être. Oui. On verra, on va pas entrer dans le... Mais si ça se oui, trouve, on va pas rentrer dans les détails, mais oui. Les frères Sawala, ils sont toujours bosso. Bon, ça c'est formidable. Alors, j'espère qu'on vous a montré l'alphabet Douala. On vous l'a donné? Non, pas encore. Je vais vous donner l'alphabet Douala à la fin de cette émission qui comporte 30 lettres avec 3 types de N. Le N simple, le N avec un trait dessus qui se dit aigne, comme le GN. Oui. N, aigne. Et il y a le Eng, N avec un point dessus. Donc si on veut écrire par exemple Guéa qui signifie la route en Douala, on met un N avec un point dessus, on met le E et on met le A. N, point, E, A. Différentes prononciations. Voilà, donc il y a 30 lettres, je vous les donnerai. Ben, bravo, bienvenue au Cameroun. Merci, et je peux vous dire merci en Amérique, en Éthiopie alors. Ben, dites-moi. Betam Amejinaleo. Oh, mon merci Dieu. Beaucoup. Bon, ben moi je vais le dire en Douala et en Badjoun. Nassom Jita.
Andoa, Nasson, Jita. Et comment on dit Et en Badjoun, moto quoi? Moto quoi. Moto quoi? Moto quoi. C'est parti. Bon, on va poursuivre. Avec ces langues pratiquées, ces études poussées que vous avez donc faites, pouvez-vous nous décrire et présenter cette pratique artistique que vous avez mise en place? La pratique artistique, elle s'est mise en place d'abord par l'apprentissage de beaucoup de disciplines pendant le cursus de l'école des beaux-arts à Lorient, où on fait un cursus de 5 ans. On a un premier diplôme au bout de la 3e année, et la 5e année est un diplôme qui est l'équivalent de ce qu'on appelle ce qu'on appelait le DESS. DESS. Donc c'est un qui aujourd'hui c'est un master. C'est un master puisque c'est oui voilà on commençait quand j'ai passé mes diplômes, ça commençait les crédits européens. On commençait à aligner avec toutes les universités d'Europe et donc les appellations ont changé. Mais ce diplôme de 5e année, il est un diplôme de recherche artistique. C'est-à-dire que chacun, quand mes camarades et moi, on a passé un diplôme, on avait déjà un profil différent, on avait des orientations différentes. J'avais un ami qui était plutôt dans le son, les installations sonores, les concerts. Moi, j'étais plutôt, alors, ce que j'ai développé, c'est que j'ai commencé avec la pratique de la photographie argentique, noir et blanc. Ensuite, je suis allée faire un stage à l'école nationale supérieure de photographie en Arles pendant 2 mois sur la photographie couleur. Arles, c'est dans le sud. Arles, près de Nîmes. Oui, dans le sud-est de la France. Là. C'est ça. Pas loin d'Avignon. Voilà. Ah ben, ne passez pas sur le pont surtout. Et puis ensuite, je trouvais que le temps en laboratoire n'était pas du tout un temps qui me convenait. Je trouvais ça très lent. Et je me suis rendu compte, avec la photographie numérique, sur les appareils photo, on pouvait faire des petites séquences vidéo. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à articuler. Ah, basculer. Pas basculer, c'est articuler les deux. Les deux. Articuler les deux parce que dans mon regard, j'ai besoin d'une image fixe et j'ai besoin de mouvement. C'est pour ça que j'en suis venue à faire pour mon diplôme des images imprimées sur du papier dessin, des projections en même temps côte à côte dans la même exposition que j'ai présentée, des projections sur le mur. Et il me manquait quelque chose. Je trouvais que dans les expositions de photographie classique, on a un thème, que ce soit un journaliste, un documentariste ou même une sorte de narration ou de journal quotidien un peu personnel, parce qu'il y a plusieurs pratiques dans la photo. Je trouvais qu'il manquait un jeu, mais un jeu J-E-U pour le spectateur. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que le spectateur, il fasse un peu sa propre histoire. Alors, avec ces montages-là, j'ai créé des écrans flottants, c'est-à-dire des feuilles de calque suspendues par le plafond avec du fil de pêche. Et j'ai refait des projections comme ça sur ces écrans. Donc, le spectateur était amené à se promener, une sorte de promenade, de rêverie. Une bonne balade des gens heureux, quoi. Voilà. Moi j'aime bien quand les gens sont heureux et donc j'invite les spectateurs à faire leur propre histoire sur des images qui sont alors qu'est-ce qu'elles représentent notre environnement, des vues urbaines puisque essentiellement je photographie dans les rues de Paris, mais j'aime bien les détails. Je ne vais pas faire de portrait parce que tout de suite ça amènerait une identification à une personne. Je préfère que le téléspectateur reste dans sa rêverie. Dans l'imaginaire. Voilà. Moi, par exemple, j'ai toujours été déçue de lire un roman et de trouver l'adaptation au cinéma. Je trouvais que les images, c'était pas ce que je m'étais imaginé. Et je trouve que donner des images et laisser la place à l'imagination pour le spectateur, je trouve que c'est assez libre, quoi. Je trouve que c'est un échange équitable. Et de l'imagination, vous avez juste à votre droite Pierre Moukoko, que vous connaissez déjà, qui est régulièrement sur ce plateau, qui est même devenu mon chargé de prod, mon collaborateur à ses heures perdues, qui est juriste de formation, vous le savez très bien, et aussi auteur de ce livre
que vous connaissez, aussi bien vous qui êtes fidèle à GMTV+, relations Afrique-France, les gâchis français, c'est sans doute ce que disait notre invité Gaël. Les gâchis français, voilà, on ne se parle pas, on regarde les autres en condescendance. Bonjour Pierre. Bonjour M. Mafo, merci de me recevoir une fois de plus. Ben, la maison, c'est désormais la vôtre, donc vous venez quand vous voulez, vous dormez même là si vous le souhaitez, n'est-ce pas? C'est gentil, merci. Alors, de l'imagination, vous en avez un peu comme Gaël, hein, car même si vous êtes beaucoup documenté pour écrire, il y a une part d'imaginaire dans vos écrits. Bien évidemment, un peu romancé, mais pas beaucoup. Disons que mon livre a pris appui sur des réalités historiques incontestables, considérant que le domaine est marqué du sceau de la confidentialité. On nous cache tout. La jeunesse africaine ne connaît pas grand-chose de celle française non plus, hein. Et française, bien évidemment. Étant donné qu'elles sont quand même, l'avenir de des espaces de civilisation, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour informer de tout ce que j'ai appris. Voilà, tout ce que j'ai appris, afin que ça change, bien évidemment, parce que ça ne peut pas perdurer davantage, il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc voilà, ça m'animait. J'espère qu'on y arrivera. Alors, visiblement, Gary, je reviens à vous. Votre pratique a croisé plusieurs disciplines d'autres secteurs, lesquels? Alors, bien évidemment, la photographie, le cinéma, l'art vidéo, ça c'est pour rester dans le champ culturel, la peinture, mais aussi les langues. Oui, les langues. Je trouve que il y a une dimension mentale que j'ajoute dans mon travail, une dimension psychique aussi. Les images sont pour moi un espace mental, puisqu'on va s'y projeter. C'est un peu l'expérience du lecteur, quand il va s'identifier à un personnage ou il va aimer une description, mais aussi le téléspectateur, le spectateur au cinéma. On a un écran énorme où on peut vraiment se baigner dans une image gigantesque. On peut se baigner partout, même dans la scène parfois. Mais, oui, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on choisit. Mais, et donc les pratiques, ça a été également une expérience en psychanalyse. En psychanalyse, où on va travailler sur sa propre relation au monde. D'accord. Donc c'est un travail très profond sur soi, où on apprend à prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi. On en apprend beaucoup sur soi, et puis je le couple avec l'apprentissage des langues. L'apprentissage des langues, à partir du moment où on apprend à s'exprimer dans une grammaire bien précise, avec des expressions bien précises, si on a vraiment l'amour de ça, on apprend à aimer la vie différemment. Et donc on apprend à regarder l'autre différemment. Et je pense que pour moi c'est apprendre davantage avec amour. On vous sent plus proche de ce qu'on appelle de la philanthropie? Oui, tout à fait. C'est comme ça que je vous vois en fait. Oui. Enfin, philanthropie, oui, je ne vais pas me... Vous voulez pas faire quelque chose là pour nous? Contaminer toute la France de la philanthropie. Le monde dirait bien si la France pouvait de philanthropie. Je prône plus l'ouverture d'esprit. Et rester ouvert d'esprit, c'est un exercice de tous les jours. C'est une richesse. Mais de tous les jours. On se lève le matin, on sort, on va travailler. Aujourd'hui c'est plus compliqué, mais c'est là qu'on commence à adopter une attitude beaucoup plus constructive. Lors d'une interview datée du 18 janvier 2021, donc il y a de ça un mois environ, quand nous tournons cette émission le 21 février 2021, interview apparue sur le site critique.org. Oui. Vous faites part à votre intervieweur, Yannick Vigouroux. Oui, qui est historien de la photographie. J'espère que ce n'est pas le frère de l'autre, qui a étudié. Historien de la photographie et photographe lui-même. Oui. Bonjour, Monsieur Vigouroux. Monsieur Vigouroux, merci pour l'entretien. Vous lui faites part de votre conception, de votre vision du vivre ensemble. Oui. À travers cet entretien, vous indiquez notamment que, selon vous toujours, la politique est omniprésente dans chacune des vues enregistrées par la caméra. Que vouliez-vous dire par là?
Mais, La politique dans ma caméra, je comprends pense pas ça. qu'aujourd'hui, quand on photographie un paysage, on n'a pas forcément que la lecture bucolique de quel beau paysage, ou la lecture romantique propre aux Européens, quelle belle usine, parce qu'une usine peut être très belle. Ah oui. Même si elle produit Même des produits toxiques. Même Tchernobyl, dans les bâtiments. Si vous regardez le cinéma de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, où on a des usines, on a des vues d'usines ou des bâtiments désaffectés, ça reste désespérément romantique, l'amour pour son peuple, l'amour pour son pays, l'amour pour l'histoire et une démarche désespérée pour le porter, pour toujours exprimer l'amour malgré l'histoire. Malgré la tristesse de Malgré l'histoire. la tristesse, voilà. Donc, quand j'entends politique, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que quand je vais faire une photographie d'une vue urbaine à Paris, d'une rue à Paris, eh ben, c'est pas la carte postale touristique, il y a les poubelles, il y a les gilets jaunes, il y a... voilà, je vis avec mon temps. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas évacuer le politique. On a, parmi différentes grilles de lecture de l'image, on ne peut pas évacuer cette lecture-là. Waouh. Vous savez quoi? Je vais vous parler en dollar. Nous sommes à Lambo. Vous buvez quelque chose, nous sommes à Lambo. Santé. La somme à moto. Donc, lorsque vous entendez un dollar, vous dites nous sommes à Lambo, ça veut dire buvez quelque chose. C'est une belle invitation. Oui, buvez, c'est pour la concorde, pour la convivialité, nous sommes. Buvons quelque chose. Bon, toujours dans la même interview, je ne vous lâche pas, vous évoquez vos influences à travers toutes les recherches théoriques et de spectatrices. Oui. Ces influences couvrent les domaines du cinéma, de la télé, de la photographie, mais également de la littérature. Oui. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de ces influences et comment celles-ci ont-elles encouragé votre démarche artistique? C'est compliqué ça, mes questions-là. Non, pas du tout. Tant mieux. Non, pas du tout. Au contraire, elles sont précises, c'est très bien, parce que je peux y répondre, j'ai énormément de choses à répondre. Ça, c'est formidable. L'expérience de lectrice et de spectatrice, eh bien, c'est d'abord de se cultiver, mais de cultiver son œil. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, un été, je me donnais un programme, je lisais tout Marguerite Duras. Du premier roman jusqu'à la fin, et j'ai vu qu'elle avait fait du cinéma, et donc je me suis débrouillée pour aller rechercher et voir les films que je pouvais voir qui étaient disponibles, et on voit toute l'évolution d'une pensée, mais toute l'évolution d'une pratique d'écriture qui est propre à la sienne, et c'est ça qui est passionnant. Et j'ai commencé à lire des romans d'adolescentes, j'ai commencé à regarder des clips de musique à la télé. Il y a ce zapping là, comme je disais par exemple dans le labo photo où je trouvais que c'était lent, mais c'est parce que j'ai cette pratique d'enregistrer un film, puis de zapper, et donc j'ai besoin de ce rapport à l'enregistrement déjà, et puis de revoir et ensuite de passer au montage. Voilà. La partie la plus compliquée, mais la plus instructive, le montage. La plus instructive, on apprend beaucoup sur on apprend soi. beaucoup lors du montage. On apprend beaucoup. J'en sais quelque chose. Oui, et c'est construire du sens. Construire du sens. Donc, ces expériences-là de lectrice et de spectatrice, c'était comme si j'avais déjà été monteuse, mais en imagination, et j'avais envie de le mettre en pratique par la suite, de savoir de quoi j'étais capable d'exprimer. Je le vois très bien. Waouh. Pierre Moukoko. Les beaux-arts, je découvre. Finalement, c'est un secteur très très riche, très profond. Si je peux poser une question, comment dire sentez-vous libre, alors, vous êtes là pour ça, hein. Sinon je vous mets une amende. Alors, peut-on franchement y vivre après une telle formation qui est... En vivre ou bien en vivre. Parce que si on peut y vivre, oui. En vivre, d'autant pour moi. Parce que c'est quand même profond. Est-ce que c'est facile de trouver un travail par la suite, après une telle formation?
Bref, est-ce que ça nourrit son homme ou sa femme? Alors, je dirais oui. Ah bon? Oui, oui, mais pas forcément pour tout le monde. Chacun a un parcours différent et il y a ces rencontres qui vont venir en chemin, qui vont donner une sorte de coup de chance, je dirais entre guillemets, à certains qui vont tout de suite être pris, qui vont tout de suite être embauchés par une galerie, avoir un contrat. Si la galerie est très bien, c'est Art Fair Paris, c'est Basel, c'est la FIAC. Donc voilà, je suis très contente pour mes confrères artistes qui rentrent dans ce circuit-là. Bah, il y a une que je vous présenterai bientôt, Isa Sator, que je salue, qui a sa galerie ici à Levallois-Perret. Isa Sator, avec qui j'ai fait une magnifique émission de radio tout récemment, avec Frédéric Julien et mon ami Éric Durand. Voilà, donc je vous la présenterai bientôt. Avec plaisir. Voilà, elle est peintre, elle fait de très belles choses. Oui. Alors, elle, je lui ai posé la même question, il y a de cela exactement 6 jours. Est-ce que tu as envie, Isa? Elle me dit oui, j'ai envie, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Vous me donnez la Voilà, même réponse. exactement. C'est-à-dire que toutes les structures culturelles en place, et surtout en ce moment, avec la situation du Covid, ne sont pas suffisantes. Ne sont pas suffisantes. Et même dans cette formation aux Beaux-Arts, on apprend à être débrouillard. C'est-à-dire déjà on apprend à assumer ses propres choix, sa position artistique. Par exemple, votre amie, elle est peintre, moi je suis photographe. On va avoir des langages différents, pas seulement par le langage technique, mais aussi par cette pratique qu'on a intégrée en nous. Je dirais que c'est un peu fusionnel Et surtout parfois. par l'inné aussi. Par l'inné aussi, par le don et puis la volonté qu'on a. Donc c'est beaucoup, moralement, beaucoup de travail, de la discipline aussi, jamais abandonner en fait, et surtout ne pas se laisser décourager. Donc ça donne des profils complètement atypiques, très personnels, donc ça c'est très intéressant parce qu'on a quelqu'un qui peut s'exprimer pleinement. Et puis ensuite ça dépend des choix. Si on veut faire du commercial et faire, je sais pas moi, par exemple de la photo de mode, qui est très bien, mais moi c'est pas ma pratique. J'ai choisi autre chose. J'étais influencée par du cinéma underground américain, beaucoup des choses complètement diverses, parfois même contradictoires. J'aime bien confronter les points de vue différents. Les films du Far West aussi. Oui, les films du Far West aussi. Le méchant indien qui est tué par le gentil John Wayne. Tous les John Ford, c'est formidable. Oh my God. Ouais, John Ford était là pour plaider la cause des Indiens. C'est les premiers à montrer. Bon. Officiellement. Ce que je voulais entendre, enfin, je voulais savoir si le gouvernement aide, des collègues qui sont en difficulté pour trouver un travail, etc. Est-ce qu'il y a un apport significatif du ministre de la Culture dans ce secteur, hormis la difficulté que nous avons actuellement du fait du Covid? Je voulais savoir, est-ce que ceux qui font les beaux-arts, est-ce qu'ils se sentent soutenus? Non, on est... je dirais non, en tout cas pour mon cas. Non, on apprend tout de suite à se débrouiller, à ne rien attendre et tout de suite à initier les choses. Donc moi j'ai tout de suite pris le parti de me dire je ne veux pas attendre après un projet ou une résidence ponctuelle pour avoir un financement. Je ne peux pas dépendre d'un financement comme ça qui ne va pas m'assurer d'un coup, parce qu'il y a une sélection sur dossier. Oui. Et donc c'est beaucoup de dossiers. J'ai rempli beaucoup de dossiers et moi j'ai pris la décision d'aller trouver un travail à côté. Vous faites quoi aujourd'hui? Je suis réceptionniste. Je suis réceptionniste donc, dans un hôtel à Paris. Et donc mon travail du week-end me permettait jusqu'à présent d'accueillir des touristes de tout le monde entier. Lorsqu'on parle 5 langues ou 6, voilà. On est bien à sa place aussi. Hein? Voilà, c'est comme ça que ça s'est développé. Je ne parlais pas 5 langues quand je suis arrivée à l'hôtel, j'en parlais 3. Et puis j'ai eu l'opportunité d'apprendre le russe justement par formation avec cet hôtel.
Est-ce que vous conseillerez à un enfant aujourd'hui d'aller faire les beaux-arts, Moi, je conseillerais vu de la faire ce qu'il... précarité? Je conseillerais de faire ce qui lui plaît. Je lui conseillerais d'aller vers ce qu'il aime. Quelle que soit la difficulté, quand on a la volonté, on se donne les moyens. Alors, si nous avons bien compris, Gaël Kadiou, le fait pour vous d'avoir eu la chance de vivre dans ce quartier du Havre dans lequel se mélangeaient plusieurs personnes venues d'origines diverses, Plusieurs cultures, oui. a initié votre conception de la vie. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, d'abord c'était des années très heureuses, des années de ma tendre enfance, où on habitait dans un immeuble au 2e étage. Au 1er étage, on avait un cabinet médical et donc toutes les dames sénégalaises qui voulaient vacciner leur enfant venaient sonner chez nous et me demandaient la piqûre. Donc on les réorientait au 1er étage parce que c'était pas bien indiqué. Il y avait ce marché en face de chez moi qui était tout couleur, sans discrimination, toute culture, beaucoup d'odeurs de cuisine, beaucoup de langues. C'est comme ça que j'ai commencé à... Ah, d'accord. Il y a l'exotisme, il y a le mystère, c'est comme ça qu'on commence à être curieux un peu. Et donc voilà, ça prend sa source dans ces années-là de ma vie. Et puis la débrouille toujours. La débrouille toujours. Moi, mes camarades de classe, j'étais pas très bonne élève. J'étais dans les classes voir au collège ou en 4e, on nous a dit on vous a mis ensemble. Mais on ne sait pas trop pour votre avenir, vous ne travaillez pas très bien, vous n'êtes pas très nombreux, donc profitez de cette disponibilité avec les profs. Et en fait, nous, on n'était pas méchants, on rigolait beaucoup. Ah oui. On rigolait beaucoup et c'est cette joie de vivre que j'ai gardée en moi dans chaque étape ou chaque décision que j'ai à prendre. Cette légèreté, et puis c'est aussi le savoir-faire, l'intelligence de se débrouiller. De ce passé-là et de cette enfance joyeuse comme vous décrivez, avez-vous gardé des contacts amicaux? Ah oui, j'ai toujours mes copains, mes copines du lycée, grâce à Facebook notamment, mais ça m'arrive de temps en temps de retourner au Havre pour un week-end. Comment elle se prénomme, celle qui était du Maroc là? Celle qui était du Maroc, oui. Dont les parents étaient originaires du Maroc ou d'Algérie. Alors j'ai plusieurs copines, j'avais une copine Zora, algérienne, une copine métisse française, algérienne, Nadira, on rigolait tout le temps. Et puis j'avais cette copine séchelloise que j'ai rencontrée à Budapest. J'ai lu ça, hein. C'est la première personne vers qui je me suis adressée parce que pour moi c'était la maison. Ça représentait un repère. Je me suis dit, et elle était toute seule. C'était les premiers jours de rentrée de l'université. On faisait partie d'une énorme réunion dans un hôtel. On venait de débarquer. Visiblement, elle était toute seule. Moi, je ne savais pas où c'était, donc je suis allée m'adresser à elle. On ne s'est pas quitté. Et là, vous avez vécu quelque chose d'horrible avec elle dans les rues ou dans les services publics de Budapest. Et là, j'ai compris ce que c'était que la discrimination. Parce que j'étais vécu un peu dans ma bulle dans mon quartier d'enfance. On était en classe, mais j'avais pas cette conscience-là que mes camarades étaient un peu discriminés. Vos camarades de noirs et arabes étaient discriminés? Oui, mes copains antillais, on en a reparlé récemment et justement, ils m'ont rappelé ces souvenirs d'enfance que moi, j'avais pas vu. J'avais pas cette conscience d'enfant. On s'en rend pas compte.